Selon le département américain de l'agriculture, les stocks mondiaux du café devraient atteindre 34 millions de sacs, soit 60 kg par sac en 2017-2018, le plus faible niveau enregistré depuis 5 ans. Le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina a reçu le prix mondial de l'alimentation 2017, un prix qui vient récompenser entre autres son rôle dans l'amélioration de l'accès au financement des agriculteurs africains. Et puis le Bénin a décidé de surseoir à l'émission d'obligations assimilables du Trésor sur le marché de l'UEMOA d'un montant de 20 milliards de francs CFA. Cette opération était initialement prévue pour le 23 juin dernier. Le département américain de l'agriculture USDA, dans ses dernières perspectives pour le marché global, publiées le 16 juin dernier, prévoit que l'année caféière 2017-2018 pourrait s'achever avec des stocks mondiaux de 34 millions de sacs, soit 60 kg par sac. Des chiffres qui marquent le plus faible niveau enregistré depuis 5 ans. Cette baisse des stocks est la conséquence d'une augmentation de la demande mondiale qui enregistre une hausse de 1,34% par rapport à l'année précédente. Cependant, la production pourrait afficher une faible croissance de 0,10% avec 159 millions de sacs contre une hausse de 4% l'année précédente. Le Brésil, premier producteur mondial du café, devrait enregistrer une production de 52,1 millions de sacs contre 56,1 millions l'année précédente. Pendant ce temps, la Colombie, quatrième producteur mondial, devrait maintenir sa production à un niveau équivalent à celle de la saison précédente, soit environ 14,6 millions de sacs. En Afrique, l'Éthiopie, plus gros consommateur et cinquième producteur mondial, finira sa campagne avec un volume de 6,54 millions de sacs, un niveau proche de celui enregistré l'année précédente. La Tanzanie devrait produire en 2017-2018 69 000 tonnes de café, soit 1,15 million de sacs, ce qui représenterait une hausse de 9,5% par rapport à la saison précédente où 600 000 sacs d'Arabica et 550 000 sacs de Robusta avaient été récoltés. La hausse prévue cette année se justifie par le fait que les arbustes sont dans l'année favorable du cycle biennal de production. Mais ce résultat est encore loin des 100 000 tonnes que vise le gouvernement tanzanien à l'horizon 2021, conformément à sa stratégie de développement de l'industrie du café lancée en 2011. Il faut dire que la Tanzanie est le quatrième producteur africain de café derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire et occupe le 17e rang au plan mondial. Le pays exporte plus de 90% de sa production, principalement vers le Japon, l'Italie, les USA, l'Allemagne, la Belgique et la Finlande. Le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina a reçu le prix mondial de l'alimentation 2017. Décerné par la fondation éponyme, ce prix d'une valeur de 250 000 $ vient ainsi récompenser le rôle que l'ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria a joué dans l'amélioration de l'accès aux semences, aux engrais et au financement des agriculteurs africains d'une part, et pour avoir jeté les bases de l'engagement de la jeunesse dans l'agriculture en tant qu'entreprise rentable d'autre part. Ceci à travers le projet Enable Youth qui vise à promouvoir l'agrobusiness et générer 1,5 million d'emplois dans le domaine agricole dans 30 pays africains d'ici les 5 prochaines années. À cela, il faut ajouter le programme Agripreneur à 0 francs qui promeut la formation à l'entrepreneuriat agricole à travers le renforcement des capacités techniques des jeunes Africains pour les motiver à se lancer dans les secteurs de l'agriculture et de l'agrobusiness, même sans aucun soutien financier.
390,4 milliards de francs CFA. Ainsi s'élève l'accord de prêt que le conseil d'administration du Fonds monétaire international entend accorder au Cameroun. Ceci dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Étalé sur 3 ans, ce prêt sera décaissé en plusieurs tranches, dont la première d'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA servira à restaurer la viabilité budgétaire et à débloquer la croissance du secteur privé. Il intervient dans un contexte de relèvement du plafond d'endettement du pays pour le compte de l'exercice budgétaire 2017. Plafond qui est passé de 1000 à 1700 milliards de francs CFA, dont 500 milliards d'emprunts occasionnels et 1200 milliards d'emprunts non occasionnels. De quoi faire accroître de plus de 2% le ratio dette PIB du pays pour le porter à plus de 30% à la fin de cette année 2017. Au Bénin, le Trésor public a décidé de surseoir à l'émission d'obligations assimilables du Trésor sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Une information confirmée par l'agence UEMOA Titres à travers un communiqué qu'elle a rendu public. D'un montant de 20 milliards de francs CFA et d'une maturité de 3 ans, cette opération était initialement prévue pour le 23 juin dernier. Aucune raison pour l'instant n'a été évoquée pour justifier les raisons de cet ajournement. Le remboursement de ces obligations était prévu pour se faire en totalité le premier jour ouvrable, suivant la date d'échéance qui était fixée au 11 mai 2020. Pour ce qui concerne le paiement des intérêts, il devait se faire annuellement sur la base d'un taux de 6% l'an dès la première année. Rappelons que depuis le début de l'année 2017, le Bénin a réalisé au total 8 émissions sur le marché de l'UEMOA, soit 7 bons du Trésor et une obligation du Trésor, tout ceci pour un montant global d'environ 153,2 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources financières pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques est au cœur du 9e Forum Afrique Carbone déroulé à Cotonou du 28 au 30 juin. L'un des défis de cette rencontre des acteurs de lutte, mais aussi des techniciens, est de définir les stratégies efficaces pour capter les financements. Malgré une hausse de 18% de la finance climatique, passant de 331 milliards de dollars en 2013 à 391 milliards en 2015, la finance climatique reçue par l'Afrique n'a représenté que 4% du total. Et ce total pour l'Afrique a baissé même à 3% l'année dernière, selon le Climate Policy Initiative. Et cela dans un contexte africain marqué par d'importantes pertes du produit intérieur brut sur le continent en raison des effets justement des changements climatiques qui constituent à ce jour une réalité quotidienne dans la plupart de nos pays. En Guinée-Conakry, par exemple, un projet innovant est en pleine expérimentation. Son option, rechercher des financements via Internet, aussi minimes qu'ils soient, pour booster les énergies renouvelables, entre autres. Actuellement, le PNUD de Guinée est en train de creuser quelques nouvelles méthodes alternatives de mobilisation de ressources, notamment le financement participatif, qui consiste à tous les outils de transactions financières pour mobiliser de l'argent auprès d'un grand public pour financer des projets. Donc on n'est plus dans le modèle traditionnel où on va mobiliser de l'argent en grande quantité auprès d'un seul bailleur, mais là c'est plutôt mobiliser de l'argent en petite quantité auprès de multiples bailleurs. Et c'est un accès au financement pour les entrepreneurs, les petites et les moyennes entreprises et la communauté rurale. Une preuve qu'il n'y a pas de limite dans la recherche des financements pour arriver à bout du réchauffement climatique. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township.
Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique. La beauté du Taj Mahal, menacée par un simple accessoire de mode. Les usines où ces bijoux en verre sont fabriqués tournaient avant au charbon. Les fumées dégagées ont été accusées de polluer l'air et salir le célèbre monument de marbre situé à quelques dizaines de kilomètres de là. En 1999, la Cour suprême a donc obligé les centaines d'usines de verre de Firozabad, dans le nord de l'Inde, à passer au gaz naturel. Mais depuis, les affaires vont mal. À cause du Taj Mahal, toute l'industrie souffre. Ce qui est bien, c'est que la pollution a baissé grâce au gaz naturel. Mais ils n'arrêtent pas d'augmenter le prix du gaz naturel. Beaucoup d'usines ont fermé ou licencié du personnel. Aujourd'hui, l'inquiétude règne chez les 250 000 employés du secteur. Parmi eux, Zafar Ahmad, 30 ans d'expérience, fils et petit-fils de sculpteurs de verre. Toute ma famille fait ce travail. Ma femme le fait, moi aussi. C'est très dur de faire vivre ma famille. Je ne peux même pas envoyer mes enfants dans une bonne école. On ne peut rien faire. Même si l'industrie du verre génère 180 millions de dollars par an, les autorités indiennes songent à déplacer ou même fermer définitivement les usines de la région. Pour protéger